Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et aujourd'hui, c'est un coup de jeune sur Mosaïque qu'on vous propose puisqu'on reçoit Dor Isachar, qui est spécialiste en relations internationales, directeur de recherche au Forum de défense et de sécurité d'Israël. Bonjour monsieur. Bonjour Antoine. Israël est en guerre à Gaza, Israël est en guerre à sa frontière nord avec des risques d'extension de la confrontation avec le Hezbollah. Israël est accusé de génocide devant la Cour pénale internationale. Voilà, c'est un peu la solitude d'Israël qui se remanifeste aujourd'hui. On va revenir sur cette situation qui est assez inédite malgré tout. Mais je voudrais commencer cet entretien avec vous sur une note optimiste. Et vous avez 32 ans. Or, Isachar, on s'interroge souvent sur ce que la période qui s'est ouverte avec le 7 octobre va changer pour Israël une fois que la guerre sera terminée. On redoute que les événements, que la même situation revienne, que les anciens déchirements reviennent. Vous connaissez bien cette classe d'âge qui est au front en ce moment, toute appartenance confondue pour la défense d'Israël. Et vous êtes de ceux qui pensaient que le retour de cette classe d'âge à la vie civile après-guerre pourrait changer, modifier la donne, que rien ne sera plus comme avant totalement. Vous êtes en contact direct donc avec ces jeunes soldats. Quel est leur état d'esprit? Oui Antoine, écoutez, l'état d'esprit est absolument inspirant. C'est une génération qui s'appelle la génération de la victoire. Et je suis en contact régulier, comme vous l'avez précisé, avec moi. Je suis réserviste moi-même. Je suis pas combattant. Je suis réserviste de renseignement, mais je suis en contact avec mes compatriotes et mes amis qui sont des combattants qui sont en train de combattre à Gaza en ce moment-ci. Il faut dire, c'est une génération absolument inspirante. Vous savez, cette génération qui avait été peut-être sous-estimée s'est prouvé incroyablement courageux et déterminé et capable de combattre pas moins et même plus que même mieux que la génération qui l'a précédé. Moi, je suis le fils d'un combattant du Yom Kippour. Eux, ils ont combattu de façon absolument remarquable. Mais pendant les années 90, vous le rappelez peut-être que l'ambiance était peut-être de se moquer de la génération jeune qui ne pourra jamais combattre comme leurs parents. Mais précisément l'inverse s'est prouvé correct. Ils ont vous savez, ils ont cette étincelle sioniste dans les yeux, hein, et la prise de conscience par rapport à la responsabilité, je pense, qu'ils portent sur leurs épaules. Et ils parlent de la responsabilité, ils parlent du patriotisme. Vous savez, même les laïcs sentent peut-être le moment historique. Ils parlent de la responsabilité d'écrire une nouvelle chapitre dans le livre du peuple juif. C'est absolument inspirant. Mais les laïcs et les religieux parlent du même langage. Et donc, peut-être cette génération qui est belle, qui est en forme, qui est inclusif à l'égard de l'autre, des religieux, et des laïcs, des séphardiques, des ashkénazes, etc. Ils sont tous ensemble parce qu'ils sentent la gravité du moment. Euh, Vous avez des histoires, des gens qui sont vraiment et risquaient leur vie pour sauver leurs camarades qui ont été blessés. Et vous avez les commandants des brigades, les commandants des troupes qui ont donné des discours absolument inspirants sur la responsabilité qui est sur nos épaules. Même des gens qui ont, vous savez, partout dans le monde, et vous voyez ce qui se passe en Ukraine, etc. Partout dans le monde, quand une guerre commence, tout le monde s'enfuit. Hein. Il y a pas mal de réfugiés. Et en Israël, tout le monde, en fait, est revenu en Israël pour la guerre. Et on a eu des gens, je parlais avec un commandant qui a dit que l'un de ses soldats, en fait, a acheté un billet d'avion pour s'asseoir, vous savez, pas sur une chaise, mais dans les toilettes, justement pour revenir en Israël pour faire partie de combat. Et des gens, un chauffeur de taxi qui a cherché un soldat qui est sorti de Gaza pour rendre visite de sa femme qui était en train qui était à l'hôpital alors que son fils s'est né. Alors, il a cherché Ventier,
sans prendre d'argent. Alors, ce genre d'histoire inspirant, vous voyez sur Instagram, vous voyez dans les réseaux sociaux, la responsabilité que notre génération sent, et c'est Mais absolument remarquable. ça veut dire, Doré Zahar, que vous-même et tous ces gens dont vous parlez, quand, disons, les choses seront revenues, la politique reviendra, reprendra ses droits. Il n'est pas question de retomber dans ces divisions d'avant. Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant pour faire sortir Israël de cette ornière de la division? Je pense que les réservistes et les soldats vont peut-être se verser dans la société le lendemain de la guerre. Et ils ont appris énormément sur la fraternité de combat. Ils ont appris énormément sur le fait qu'il ne faut pas se compromettre sur la sécurité. Et je pense que je, je, je ne pense pas du tout on va retomber dans l'ambiance du passé, l'ambiance du 6 octobre. Je pense que aujourd'hui, tout le monde comprenne la gravité du moment. Et tout le monde a vu, par exemple, quand il y avait des gens qui se sont moqués de la population religieuse, qui supposément ne contribuent pas autant que les autres secteurs de la population. Et les religions, en fait, sont prouvées absolument impliquées dans la guerre. Même, vous voyez malheureusement le pourcentage des soldats qui sont tombés, qui ont été tués au combat, plein de soldats de la Judée et Samarie, des soldats religieux, etc. On voit par exemple 5 soldats du même lycée religieux à Jérusalem, Imel Farb. L'un des soldats, en fait, le 7 octobre, à Ner Shapira, il a été debout à l'entrée de la structure de béton où tout le monde s'est caché. Il y avait des grenades que les terroristes Hamas ont jetées dedans. Il a jeté les grenades dehors tout en sauvant les vies de ses amis. Mais malheureusement, après cette grenade, le 8e grenade s'est explosé sur lui. Malheureusement, il a été tué. Mais vous voyez la responsabilité que tout le monde sent. Et je pense que notre peuple comprend que voilà, Hmm. Mais il faut laisser les choses derrière nous. Ouais. voilà, on parle parfois d'une modification aussi de l'identité israélienne. Vous avez ce mot qui est revenu plusieurs fois, inspirant. Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu ce que ça voudrait dire, cette inspiration de quoi, cette identité nouvelle qui est en train de se former en ce moment par cet événement tragique? Bon, vous voyez des exemples, par exemple des soldats qui, tout le monde, par exemple, dorment dans le même dortoir, hein, et dans l'armée, et ils tournent. C'est une manière de rendre cette expérience qui est censée être assez, vous savez, pas très jolie, une expérience qu'on on s'amuse, hein, on se profite d'aller dans l'armée, être dans la société d'autres Israéliens. On voit par exemple les histoires de bravure. Par exemple, un soldat que sa jambe en fait a été coupée. Il a été un chauffeur de D9, hein, ou un RPG, un missile RPG a été tiré vers lui. Il a réussi de s'échapper de cette situation-là, mais à l'hôpital, sa jambe a été coupée. Il dit live, moi j'étais vous savez, les sécuritaires arbitronistes, ils m'en est dans les médias tout le jour, et je vois toutes ces histoires de bravure. Et ce soldat a dit, moi, mon rêve, c'est de revenir dans mon brigade pour être un commandant, en fait. Hmm. Après avoir été blessé si gravement. Alors, ces histoires-là nous illustrent peut-être la détermination de cette génération. Hmm. Et sans doute aussi des changements après-guerre sur la conception de la sécurité, parce qu'il y a quand même eu cette faillite sécuritaire du 7 octobre. Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous, en quelques mots? Bon, il y a une différence, vous savez, entre la connaissance et l'internalisation. C'est-à-dire que, à mon avis, on savait, vous savez, moi, en tant qu'analyste de renseignement, je sais que le renseignement est extrêmement compréhensif et on connaît l'ennemi et très bien, mais on- à un moment, il faut se poser la question, est-ce que ce qu'on sait est suffisant?
mais plutôt peut-être quelle est la façon de laquelle on analyse toutes les informations qu'on a. Et je pense qu'on s'est moqué un peu de notre ennemi. Personne n'a cru qu'une telle atrocité était possible. Je pense qu'à Bitronistim, les sécuritaires, on a écrit une analyse, on avait appelé une analyse stratégique pour Israël. Elle a publié en juin 2022. On a dit on va faire face à une guerre à multifront, qu'on va faire face à un moment où l'Iran et ses proxys ne vont jamais attendre et ils vont lancer une attaque un push the button, comme on dit, à la pression de bouton. Et à un moment, il faut se poser la question, est-ce que l'État d'Israël s'est préparé envers en tel moment? Et moi, je crois que non. Je pense que il y avait beaucoup de malcompréhension, peut-être la conception. Tout le monde aime dire ce mot-là, la conception. Et je pense que c'est plus profond que ça. C'est-à-dire, on a eu l'impression que c'était l'armée la plus forte du Moyen-Orient, etc. Mais en fait, les réservistes n'étaient pas formés et équipés suffisamment. Et il y avait une situation où on a eu l'habitude d'acheter la silence. Alors, euh, alors qu'on achète la silence, on paie avec intérêt, hein, c'est ça qu'on dit. Alors, c'est exactement ça Ça veut dire qu'on a quoi, subi. acheter le silence, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, en bref, ça veut dire éviter la guerre. Et pour éviter la guerre, on a par exemple payé le Hamas par la mesure de Qatar. On a permis plus d'ouvriers d'entrer dans Israël. Vous savez, tout le monde dit qu'Israël a assiégé, que la bande de Gaza est assiégée. Moi, j'ai jamais entendu dire d'un territoire qui est assiégé où 20 000 ouvriers un centre entrent et sortent tous les jours. Ah, il y avait, selon l'ONU, pas selon Ori Sahar, selon l'ONU, il y avait plus de 20 000, pardon, il y avait plus de 200 000 entrées et sorties de et à la bande de Gaza par an avant la guerre. Et je vous rappelle que Gaza a cette frontière-là qui s'appelle la route Philadelphie, c'est-à-dire la frontière de Gaza avec l'Égypte sur laquelle Israël ne possède pas contrôle. Alors, pendant trop d'années peut-être en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde, il y avait ce genre euh, peut-être de racisme de basse attente, c'est-à-dire ce genre de penser il faut rien demander des Palestiniens, il faut poser toutes les demandes à l'égard d'Israël. Et à un moment, il faut se dire, oui, on a eu tort, Israël a eu raison, et les Palestiniens ont éduqué leurs enfants, la génération suivante à la haine, à l'antisémitisme. Il n'a rien à voir avec l'occupation, le colonialisme, les implantations. Vous savez, j'habitais en France, alors je suis un peu habitué à ce genre d'expressions dérogatives. Il s'agit de communautés israéliennes qui sont légales dans un territoire que la Jordanie a occupé de façon illégale pendant 19 ans. Et voilà la preuve. C'est-à-dire, Hamas a envahi Israël, le territoire d'Israël de Gaza, soi-disant la Palestine, hein, de Gaza vers Israël pour tuer et violer et abuser et kidnapper. Alors tout ça n'a eu pas lieu dans un vide, hein. C'est après des générations d'éducation à la haine. Et c'est ça qu'il faut corriger le lendemain de la guerre. Alors, on va parler, si vous voulez bien, maintenant de la situation militaire sur le terrain, mais quand même, l'actualité de ces derniers jours, disons-nous un mot peut-être, c'est l'examen par la Cour internationale de justice d'une plainte déposée par l'Afrique du Sud, l'organe judiciaire donc de l'ONU, il faut bien voir que c'est l'organe judiciaire des Nations Unies, qui examine cette requête qui accuse Israël de se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien. Alors, Pretoria affirme, je cite, que les opérations militaires à Gaza revêtent un caractère génocidaire car ces opérations, elles s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, Dor et Zahar, cet événement qui se passe à La Haye en ce moment? Moi, je dis que c'est une grave erreur de coopérer avec un tel tribunal.
vous savez, c'est en anglais on dit kangaroo court, hein, un tribunal bidon. C'est un tribunal qui est composé pas de juges, mais de politiciens. Il s'agit évidemment vous savez, d'un autre affaire antisémite, à mon avis. Et j'espère bien que les juges vont ignorer la succession de l'Afrique du Sud. Et ce sont pas rumeur, c'est un genre de rituel antisémite contre l'État d'Israël. Et si on va comparer avec la Cour pénale de justice, la Cour internationale de justice, ça veut dire que qu'on va reconnaître son autorité. Moi, j'accepte pas son autorité. Je pense qu'ils sont pas doués. Ils ont pas la juridiction d'aller juger si Israël a commis ou pas des crimes de guerre. Et non seulement ça, vous avez précisé l'isolation, peut-être le fait que l'État d'Israël est isolé dans la communauté internationale. Moi, je vois que l'Allemagne et les États-Unis, même le Canada, ont parlé très fort pour le droit d'Israël de se défendre. L'Allemagne a même demandé de se rejoindre à Israël dans le cours de, de cette, euh, de cette affaire. Ce que, Mais vous savez, ce genre d'accusation n'est pas nouvelle. Parce que tout le monde a dit, par exemple, pas tout le monde, mais il y avait cette accusation qu'Israël était en train de commettre un génocide à la Judée et Samarie. Et des purifications ethniques. Voilà, purification ethnique à la Judée et Samarie. Alors que on avait alors moi j'aime toujours regarder les faits, les faits. Alors que en 1967, alors qu'Israël a pris contrôle sur le territoire à la Judée et Samarie, on avait 600 000 Palestiniens. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions. Alors la politique israélienne à la Judée et Samarie, j'ai du mal à comprendre. Il faut le dire, mais si on tente de commettre un génocide, on fait un boulot pas très, on réussit pas très bien, hein, on réussit avec ce boulot. Hein, moi je trouve incroyable qu'il y ait des gens qui voient la population palestinienne est, est élevée, beaucoup plus élevée que tout autre point de l'histoire. Mais aussi, je pense que dans le sens du processus, c'est un signal. Moi, je pense que c'est pas la bonne signal d'aller coopérer avec la Cour internationale de justice. Ça veut dire que on ouvre peut-être le sujet israélien à une discussion internationale, et c'est pas là qu'il faut tenir ces discussions. alors, en attendant, la guerre se poursuit. Hein, on est 100 jours exactement aujourd'hui après le 7 octobre. Euh, Quelle est la situation sur le terrain? Où est-ce qu'on en est à Gaza notamment euh, de l'opération? Oui, Que- alors là, on a l'armée de terre, l'armée de l'air, même et d'autres troupes qui sont en train de progressivement prendre contrôle sur la bande de Gaza, et on le fait en prenant soin des besoins de la population. On fait même entrer des camions hein, avec de l'aide humanitaire, alors que Human Rights Watch, l'ONU et d'autres organisations nous accusent euh, on a peut-être ces techniques de guerre qui sont pas acceptées, la technique de famine, etc. Alors qu'il y a plus de 500 camions qui s'entrent dans la bande de Gaza tous les jours avec de pétrole, de nourriture, etc. Euh, mais je pense que dans le nord de la bande de Gaza, la mission est à peu près accomplie. Et la mission, en ce moment-là, on voit les troupes d'ingénierie de Golani, de Givati et d'autres types de brigades qui sont en train de combattre dans la ville de Khan Younes. Alors ça, c'est le centre névralgique peut-être de Hamas, c'est le bastion de Hamas, Khan Younes, où il y a tout un réseau de tunnels. Il faut comprendre, c'est la première fois de l'histoire qu'une armée fait face à à un tel type de guerre, c'est-à-dire non seulement combattre dans les rues de Gaza, mais aussi au sous-sol. Et on applique des techniques inouïes, dont une partie importante et confidentielle pour combattre dans ces tunnels-là, avec par exemple des chiens bien équipés, avec des techniques par exemple même de combattre face à face entre des soldats et des terroristes au sous-sol, mais des techniques d'inondation, etc. Alors tout ça
fait partie de la mission de détruire le régime de Hamas à la bande de Gaza et faire revenir les otages. Mais moi, à mon avis, il faut penser plus loin que ça et se poser la question que va changer la réalité à la bande de Gaza à des générations à venir. Et il faut se rappeler, il s'agit non seulement d'une guerre entre Israël et Hamas, c'est une grave erreur de la part des médias et d'autres. Il s'agit de la première guerre israélo-iranienne. C'est une guerre entre Israël et l'axe iranien où le Hezbollah fait partie. Si on regarde la situation dans le front du Nord, on voit des combats, des missiles anti-chars, des drones, des roquettes, etc. Alors que la Judée et Samarie, il y avait plus de 5000 personnes qui ont été arrêtées. La plupart parmi eux ont été affiliés de Hamas. Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques d'extension, justement, à partir de ce que vous dites sur le front nord, à l'heure qu'il est, ou est-ce que là, ça reste contrôlé relativement? Il reste contrôlé et je pense que c'est l'intérêt de l'État d'Israël de maintenir une guerre à basse intensité dans le nord et même arriver à une situation où la décision de l'ONU à 1701 est tenue. C'est-à-dire que les forces de Hezbollah sont repoussées vers le nord et ne sont pas sur la frontière, hein, qui vont pas faire, ne vont plus faire à une présence à la frontière, même sur la clôture dans certains cas. Alors là, ça c'est absolument un must-have, comme on dit. Mais il faut le dire, la ligne de pensée en Europe, moi je partage pas. Moi je suis pas prenant de la ligne de pensée qu'il faut éviter d'élargir la guerre, l'extension de la guerre, etc. Moi, je veux dire, moi, je vois les déclarations de la part des leaders en Europe, leaders même en Amérique du Nord, etc., et il faut pas arriver à une escalade. Si vous demandez, ben, presque tout le monde en Israël, on veut voir une escalade. On veut finir le boulot. On veut arriver à une situation où le Hamas, le Hezbollah et l'Iran ne posent plus une menace Ouais. envers les Mais citoyens ça d'Israël. veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Doris Araf, ce que vous dites? Ça veut dire qu'il faut faire des attaques préventives? Est-ce qu'il faut s'en prendre aussi à l'Iran? Ça signifie quoi, ce que vous dites? Alors, tout ça, il faut faire avec sagesse et avec prudence, avec coordination, idéalement avec les États-Unis. Je pense que une frappe préventive contre le Hezbollah devra se passer, même si ça va pas arriver demain, ça va arriver d'ici 1 an ou 3 ans, mais ça va arriver. On peut pas vivre à côté d'une telle menace de la même façon qu'on pourrait. Là, on comprend que c'était une grave erreur de vivre à côté de la menace de la part de Hamas. Et comme ça, on a eu le 7 octobre. Alors là, l'Iran, il y a l'Iran qui est un État, il faut pas oublier le fait que l'Iran aspire d'obtenir une bombe atomique. Et si l'Iran se dote de la bombe, ça veut dire que tout le paysage du Moyen-Orient se change. Même en Europe, on va sentir les ramifications, et même en France et ailleurs. Et c'est un pays fondamental qui, à cause dans la majorité des cas, à cause de l'Iran, c'est ça que toute la déstabilité au Moyen-Orient se passe. La grande majorité du budget, de l'équipement, etc., du Hamas, du Hezbollah, des Houthis et des autres est d'origine iranienne. Et c'est-à-dire l'Iran est en train d'équiper, de former, de financer des proxys partout dans le Moyen-Orient, tout en aspirant de se doter de la bombe atomique. Et ça, c'est une situation où il faudra faire face. On pourra plus acheter le silence, comme je l'avais dit, avec des accords qui sont des accords placebo, peut-être, c'est-à-dire peut-être fermer les yeux face à la menace. C'est ça la méthode européenne dans la Alors, majorité des cas. Ouais. vous avez souvent pointé ce rôle de l'Iran. Mais alors, on peut s'interroger aujourd'hui, quelle est sa position, quelle est la position du régime actuellement en place, sa stratégie? Est-ce qu'il voulait vraiment que le Hamas attaque maintenant? Est-ce qu'il a une stratégie et laquelle? Est-ce que c'est à long terme? Est-ce qu'il prépare quelque chose d'autre? Comment vous percevez cet ennemi? Mais bien évidemment, et l'Iran se prépare à une stratégie, de grande stratégie en fait, contrairement à Israël, où je vois pas vraiment une grande stratégie envers le Moyen-Orient. Alors côté sur le plan de l'Iran, l'Iran se prépare pour une campagne, une confrontation. L'Iran a été en train de construire
sa force pendant des décennies. Hein. C'est exactement la vision des ayatollahs. Et depuis la révolution de 1979, d'exporter la révolution, de prendre contrôle sur le Moyen-Orient et ensuite sur le monde. Mais il a signalé, c'est-à-dire qu'Israël constitue sa grande ennemie. Et à cause de ça, elle a construit tout un réseau de proxy partout dans le Moyen-Orient. Mais en ce moment-là, l'Iran, je vois pas que l'Iran est en train d'intervenir directement. C'est-à-dire l'Iran intervient, c'est la guerre israélo-iranienne comme je l'avais précisé, mais c'est une guerre où l'Iran fait partie de façon indirecte. De la même façon, je vous signale, de la même façon que l'Iran fait en Ukraine. Si vous regardez bien, l'Iran fait partie de la guerre en Ukraine tout en soutenant le régime de Poutine, tout en fournissant des missiles, des missiles sur la sol, des drones, etc. C'est une deal de plus d'un milliard d'euros à ce que l'Iran et la Russie ont signé. Alors ça, et de construire, établir une facilité d'une installation de fabrication de drones en Russie par Iran. Alors tout ça, alors si on va lier tous ces points-là, on voit bien que l'Iran est en train de mener une campagne contre Israël, une campagne stratégique. Et Israël réagit. Alors le temps de réaction, je pense, est arrivé à son terme. Et là, il faut penser de façon stratégique comment faire face à la menace en provenance de l'Iran. Alors, est-ce que les sunnites, les musulmans sunnites peuvent être des alliés pour Israël dans cette guerre contre l'Iran? Ils doivent être une partie. Ils doivent être une partie. Vous savez, c'est exactement la raison pour laquelle les accords d'Abraham ont été signés. Euh, on, il faut pas avoir des illusions. Hein. Les pays arabes ne sont pas des grands sionistes là, hein. Mais ils ont un intérêt. Et moi, j'ai vu comment je suis désolé, hein, mais des présidents français pendant des générations ont essayé d'apaiser le monde arabe tout en faisant pression sur Israël. Et ces temps-là sont passés. C'est un modèle de pensée qui est erroné, qui appartient au passé. Là, il faut identifier correctement les intérêts du monde arabe. Les intérêts des leaders de monde arabe, vous savez, c'est quoi? C'est pas inhaler Israël comme le leader de l'Iran avait tweeté. En fait, le leader de l'Iran a tweeté hier en hébreu qu'il faut annihiler l'État hébreu. Les intérêts du monde arabe n'est pas d'inhaler l'État d'Israël, mais de rester au pouvoir. Et pour rester au pouvoir dans le passé, ce qu'on a fait, c'est vous savez, faire face à Israël, de convaincre leur peuple qu'Israël, c'est le centre de problèmes du Moyen-Orient, alors qu'aujourd'hui, la façon de laquelle ils se prennent à cet objectif, c'est de coopérer avec Israël. Alors, le lendemain de la guerre, on voit par exemple la coalition qui est en train de former contre les Houthis. Alors, il faut pas avoir des illusions, c'est une coalition menée par les États-Unis contre l'Iran. C'est quoi le Houthi? C'est l'Iran, c'est cette installation iranienne. Alors là, moi, j'espère bien que cette coalition-là va constituer la base pour une coalition de futur menée par les États-Unis avec la participation des États de l'Europe, mais où les sunnites et Israël vont faire partie pour présenter un nouveau front, un front uni contre l'Iran. Ultime question d'Henri Zahar sur les relations futures avec les Palestiniens. Est-ce que c'est cette même coalition, Amérique, Europe, pays sunnites, qui peuvent aider à régler ce qu'on appelle la question palestinienne? Je pense que c'est pas la priorité numéro un de personne. Je pense que, franchement, l'affaire palestinienne, peut-être, c'est la priorité numéro un en Europe, peut-être. Je vois pas comment ça constitue, ça fait c'est une partie du futur du Moyen-Orient. Il faut dire la vérité. Les Palestiniens avaient été l'affaire priorisée numéro un dans le passé,
Mais aujourd'hui, on voit bien que les Palestiniens ont refusé à toutes les propositions qu'Israël leur a posées. Et je dois le dire, ça fait partie peut-être de talking points israéliens assez répandus. Mais je dois avouer que, bon, tant mieux que les Palestiniens ont refusé les propositions absolument scandaleuses d'Israël. Et établir un État palestinien, la Judée-Samarie, ça veut dire finir le futur, c'est-à-dire la fin de l'État d'Israël. Il faut dire les choses clairement. Pour survivre, Israël doit rester à la Judée-Samarie, tout en donnant peut-être des autonomies aux grandes villes palestiniennes pour ne pas leur donner la citoyenneté israélienne. Mais les Palestiniens ont eu leur occasion de faire partie du futur du Moyen-Orient, mais avec le genre de animosité qu'on voit de la part des pays arabes à l'égard des Palestiniens, vous savez, avec euh, c'est ce genre de déclaration de la part d'Arabie Saoudite, des Émirats, etc. Si on parle avec des responsables, des dirigeants politiques de ces pays-là, on voit bien l'animosité que je viens de parler tout à l'heure envers les Palestiniens. Ça ne va pas constituer, ça va pas être peut-être, ça va pas empêcher la normalisation israélo-arabe. Merci beaucoup, Dor Izachar. Comment vous voyez votre avenir après la guerre? Qu'est-ce que vous voulez faire? Continuer là où vous êtes? Prendre des responsabilités? Quel est votre sentiment aujourd'hui? Vous Mon avez propre l'impression, avenir, personnellement, comment? personnellement, ou Personnellement. C'est pour finir sur la touche personnelle comme on avait pensé. oui, oui. Moi, vous voyez, moi, je suis le soldat de l'État d'Israël. Et mon agenda, c'est l'État d'Israël. Et partout où je pourrais contribuer de mon énergie pour le faire, j'y serai. Que ce soit dans le cadre des sécuritaires, où on a tout un département de recherche, on est en train vraiment de changer d'avis et de faire un vrai impact sur non seulement en Israël, mais aussi à l'étranger. On donne des discours en Hongrie, en France, en Autriche, aux États-Unis, etc., mais aussi ici en Israël. Et Pour dire quoi? la Pour dire quoi? par exemple, pour défendre la cause d'Israël, exactement, des mêmes sujets qu'on vient de parler tout à l'heure. Et je pense que les gens comprennent, alors qu'on les explique, par exemple, les sujets qui sont absolument critiques pour le succès d'Israël, ils comprennent qu'il s'agit d'une menace partagée, une menace commune. Et je pense que, à mon avis, ce qui vraiment euh, me donne l'inspiration, c'est de parler à la jeune génération, c'est-à-dire ceux qui ont, par exemple, les programmes prémilitaires, les programmes des jeunes qui, à leurs 18 ans, 19 ans, avant d'aller à l'armée. Et je parle du sionisme, je parle des besoins de sécurité d'Israël et de l'esprit, etc. Et je vois bien que c'est une génération peut-être qui n'était pas vraiment éduquée sur les faits, l'histoire, etc. Mais ils absorbent, ils ont cette ténacité, etc. Mais, euh, mais ils sont aussi absolument déterminés. Ils ont cette étincelle sioniste. Et c'est ça que je me vois faire. Oui. Voilà, d'où votre optimisme. Merci beaucoup, Dor Izachar. Merci d'avoir Merci. accepté notre invitation. Merci à Daniel Kakoun. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas, évidemment, à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Mosaïque. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.